En l'occurrence, la volubilité d'Henri tombe plutôt bien. Je suis venu à Kernevec pour écouter, et je m'efface autant que je le peux, comme si j'étais un figurant de documentaire sur un petit bled paumé des Côtes d'Armor. Je m'assois sur un des tabourets. Maintenant que le centre du bourg est quasi vide, des hordes de jeunes, provenant de patelins des environs, prennent Kernevec pour un terrain de jeu. Jusqu'à présent, ils se bornaient à jeter 3-4 pétards les jours fériés, à faire un peu de tapage nocturne, à saccager des potirons et des radis dans des jardins, à maculer aussi de tags les transformeurs électriques et le conteneur de verre du bas de la rue, ou bien le silo étrange des environs du centre Leclerc. Mais selon lui, ils vont trop loin maintenant, ce qui l'inquiète. Il est donc prêt à se défendre. Il était là avant les autres. Il se juge même comme légataire de ses amis, de leurs coutumes, de leur mémoire. Il est le maître incontestable de cette portion restreinte de territoire. Il en connaît l'histoire et la géographie depuis qu'il est petit. Il en connaît la langue, et il pourrait, pour me le prouver, me parler breton pendant des heures sans que je comprenne. Sinon, il n'a aucune envie de faire confiance aux flics ni à la gendarmerie du coin. Quant aux maires, on vient de les lire en juin dernier, et, selon lui, c'est un gommeux préoccupé par des histoires de fesses et de gros sous. Après un bref moment d'absence, les mains plaquées à la hauteur des reins, Henri est à la recherche de mots ou d'expressions qui lui permettraient de développer. Il se redresse et il commence par répéter, en changeant de ton, ce qu'il vient de dire, sans doute en escomptant que ça va l'aider à repartir, aller plus loin et continuer de monologuer. Puis il s'approche d'un tas de cajots, de derrière quoi il sort un long fusil. Il dit qu'il l'a depuis 30 ans. Il est semi-automatique. L'avantage est qu'une seule de ces cartouches suffit selon lui pour bousiller une tête. C'est un ancien chasseur, et il sourit très légèrement quand il repense aux sangliers, aux ragondins et quelques fans qu'il a tués dans sa jeunesse du premier coup. Pas de souffrance, dit-il, et donc pas de traces. Il ne faut pas le chercher ni l'emmerder. Au même moment, un bruit de pot d'échappement troué vient confirmer certains de ses dires, et lui et moi nous relevons et approchons d'une des fenêtres. 3 adolescents maigres, sans casque, avec des hauts de survêtement, des t-shirts jaunes ou bien fluo, une horde, 3 adolescents aux cheveux longs, vêtus de pantalons larges d'où saille la marque du slip et du caleçon, 3 adolescents en pleine possession de leurs moyens physiques traversent à mobilette la rue à près de 60 km/h. Ils roulent, buste penché, en file indienne, et il suffit de voir leur manière de regarder en direction de la maison du vieux, puis des vitrines brisées, majeurs tendus, absolument hilars, pour se douter qu'ils sont effectivement coupables et qu'ils n'ont pas mauvaise conscience de leur culpabilité. En outre, ils se sont maquillés avec un nécessaire de base de filles, col, rouge à lèvres, mascara, ainsi qu'avec des bouchons de liège noircis à la bougie en guise de fond de teint. Mon hôte tempête dès qu'il les voit. Il lâche son vieux fusil parmi les baguettes sèches. Il fait tomber, en se déplaçant, sa chaise en paille parmi les cosses de tournesol, et il se rue sur son perron sans prendre en compte son âge et encore moins l'état de son rein. Sa pomme d'Adam remue de façon obscène entre ses carotides. Il souffle et il persévère à fulminer. Les sortes de tubes que forment ses veines et le cartilage de sa trachée ont soudain l'air de fonctionner comme de grandes orgues. C'est évident, la haine le fait tenir. Le calme revient avec la disparition des mobylettes dans un virage, et le sexagénaire me reprend à témoin maintenant qu'ils sont partis. Je me passe d'émettre le moindre jugement, le moindre commentaire, pendant qu'il les condamne et cherche à ce que je lui donne raison. Si j'avais l'âge de ces gamins, et si l'unique moyen de m'intégrer à leur petite bande était de débrider le moteur de ma mobylette, de courir les rues et d'irriter ce type qui postillonne et vitupère, peut-être que moi aussi j'aurais du goût pour les excès de vitesse, le maquillage, les hurlements et les déprédations. Pendant ce temps, Henri referme la fenêtre et il avance vers la table en touchant les poches avant de sa salopette. Il m'invite à me rasseoir. Il va vers le fond de sa pièce de vie. Après quelques hésitations, il sort de l'alcool de prune d'un autre placard rempli de boîtes de conserve et il marmonne. Je discerne sous l'une d'entre elles plusieurs objets métalliques plats qui ressemblent à de vieilles mines. Sur l'étagère inférieure, il a rangé une pile de revues. Je réussis à lire le titre de la première, Paris-Hollywood. Ça ne me dit rien. La couverture du numéro représente une femme très souriante, coupe au carré et maquillage discret, nimbée de couleurs technicolores, qui soulève le haut d'une jupe au point qu'un bout de jarretière et de cuisse rose est apparent. Henri revient près de moi. Il a encore la main dans sa poche droite de salopette. Il semble y triturer une chose qui le détend. Mais au moment où je trouve les noms, les verbes, les adjectifs enfin pour exprimer cette impression que je ressens depuis qu'on s'est levé, il sort la main de sa poche. Il se frotte le menton et à présent, il boit l'alcool de prune à la bouteille. Puis, il s'essuie les lèvres avec sa manche. Il s'avachit sur une des chaises. Il me sourit sans me regarder. Il bâille. Il repose la bouteille aux 3/4 vide sur le bord de la table.